Bonjour à tous, après l'Égypte il y a quelques mois, j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui l'histoire d'un autre pays situé sur le continent africain, l'Afrique du Sud. Alors évidemment on est sur le continent africain, donc je vais revenir très en arrière pour commencer cette fascinante, mais parfois très douloureuse histoire. Alors oui, bien avant l'arrivée des Homo sapiens, le territoire sud-africain est peuplé d'Australopithèques, un hominidé différent à nous. On a donc des sites comme celui de Sterkfontein, découvert en 1896. C'est d'ailleurs dans cette grotte que les archéologues ont découvert le crâne complet d'une australopithèque, Madame Pless, daté d'entre 2 et 3 millions d'années. La fouille du site de Swartkrans nous a révélé que les premiers homos ont probablement cohabité avec un autre genre d'hominidés, les paranthropes, très proches de l'australopithèque. L'Afrique du Sud nous a aussi légué une autre belle découverte, qui a d'ailleurs trôné un temps sur la cheminée d'un particulier avant d'être redécouverte, l'enfant de Tang, âgé de 3 ans, grâce auquel les archéologues ont pu identifier en 1925 ces australopithèques. L'Afrique du Sud a aussi offert à l'humanité dans la grotte de Blombos le plus ancien dessin connu de l'homme. Bon, c'est vrai qu'on a du mal à le distinguer. Le pays nous a aussi légué l'un des peuples les plus anciens qui existent toujours aujourd'hui, le peuple San. Les San sont un peuple de chasseurs-cueilleurs présent depuis plus de 40 000 ans et qui aujourd'hui en voie de disparition. Il serait aujourd'hui moins de 100 000, principalement dans le pays voisin du Botswana. Ce peuple San souffrira particulièrement de l'arrivée des peuples Khoikhoi, des Bantous, puis des Européens. Les Khoikhoi donc atteignent l'actuel cap il y a à peu près 2000 ans. Comme les San, ces peuples sont connus pour l'expression de clics dans leur langue. Vous pouvez voir sur cette carte la distribution des peuples de langue Khoisan aujourd'hui. Et contrairement aux San qui sont des chasseurs-cueilleurs, donc au mode de vie primitif entre guillemets, les Khoikhoi ont un mode de vie pastoral et déplacent progressivement les San. Dans son essai sur l'esprit des mœurs et l'esprit des nations, Voltaire mentionnera leur, je cite, art de fabriquer eux-mêmes tous ceux dont ils ont besoin. Fin de citation. De son côté, le naturaliste français Buffon décrira ce peuple Khoikhoi comme, je cite, l'un des plus misérables de l'espèce humaine. Ce peuple est également connu pour un triste destin, celui d'une femme, Sartier Bartmann, qui sera exhibée en Angleterre, aux Pays-Bas et en France. Elle décédera à Paris en 1815 et son squelette sera entreposé dans des musées parisiens jusqu'en 1974. Ses restes seront finalement rendus à l'Afrique du Sud en 2002. Mais l'Afrique du Sud va connaître un nouveau bouleversement démographique entre le 3e et le 5e siècle, avec l'arrivée en masse des Bantous. Et ces Bantous sont des agriculteurs. Ils maîtrisent le fer et ils vivent dans des villages. Donc une civilisation plus avancée entre guillemets. De ces Bantous descendent deux des principaux peuples sud-africains. Les Xhosa, peuple par exemple d'un certain Nelson Mandela. Vous pouvez voir sur cette carte leur répartition actuelle. On trouve aussi les Zoulous, donc également d'origine bantoue, mais qui arrivent bien plus tard, vers le XIVe siècle. Alors il faut bien comprendre que toutes ces nouvelles cultures agricoles installées sur l'actuel territoire sud-africain ne constituent pas vraiment d'État. Sauf quelques exceptions, ce sont des groupes d'hameaux et de villages qui partagent avec d'autres villages la même culture. Mais il n'y a pas vraiment d'organisation étatique au sens moderne du terme. On a quand même un véritable royaume qui semble s'être développé entre le XIe et le XIVe siècle, le royaume Mapungubwe, dont la capitale aurait atteint 5000 habitants. En fait, on sait encore peu de choses sur ce règne. L'écriture ne semble pas encore maîtrisée. Mais regardez ce rhinocéros en or qui témoigne de l'émergence d'une véritable civilisation artisanale. Malheureusement, on ne connaît pas vraiment la raison de la fin du royaume de Mapungubwe. J'en arrive donc à l'arrivée des Européens. Les premiers sont les Portugais avec Bartolomé Dias qui atteint le cap de Bonne-Espérance, initialement appelé cap des Tempêtes en 1488. Le nom de cap de Bonne-Espérance est donné par le roi du Portugal Jean II, qui a l'espoir d'y trouver une route vers les Indes. D'ailleurs, je vous rappelle que depuis 1453, les Ottomans ont coupé aux Européens la route commerciale vers l'Orient. Il est donc urgent de trouver une route alternative vers les Indes. En 1497, Vasco de Gama franchit le cap et atteint le sous-continent indien. Il nomme d'ailleurs Natal, qui signifie Noël en portugais, la région de Natal, qui longe le jour de Noël. Cette région porte toujours aujourd'hui ce nom. Esta finalmente a longa silhueta do cabo. Cabo e ultrapassa, pela segunda vez na história de Portugal e do mundo, esta barreira física e psicológica que durante tanto tempo fora considerada como inultrapassável. Et malgré quelques contacts initiaux, un affrontement a lieu entre Khoikhoi et Portugais en 1510. 64 Portugais, dont leur commandant Francisco de Almeida, sont tués. Au sommet de leur puissance maritime et commerciale, les Portugais préféreront éviter ces hostiles côtes sud-africaines et jetteront leurs dévolus sur le Mozambique.
Mais les Portugais sont concurrencés en ce début XVIIe siècle par une nouvelle puissance commerciale, les Provinces-Unies et leur célèbre Compagnie des Indes orientales. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur l'histoire des Pays-Bas. Le problème des Néerlandais est qu'ils vont se heurter à la même hostilité lorsqu'ils cherchent à commercer avec les Khoïs. En 1648, un navire néerlandais, le Nieuwe Haarlem, échoue sur les côtes sud-africaines. Les rescapés survivent pendant 1 an avant d'être secourus par un navire de passage. À son retour aux Provinces-Unies, le capitaine mentionne un sol particulièrement fertile et suggère d'y établir une station de ravitaillement. Finalement, le 6 avril 1652, 5 navires commandés par Jan von Riebeck débarquent sur place et fondent le cap. Ils sont 90 dont 8 femmes. Ce manque de femmes sera d'ailleurs à l'origine d'un métissage à l'origine des métisses du Cap, qui parlent l'afrikaans et qui sont aujourd'hui plusieurs millions. Mais dès 1685, les autorités interdiront les mariages mixtes. En plus des employés de la Compagnie des Indes orientales, le statut des colons libres donnant le droit de cultiver la terre va être mis en place. C'est donc la naissance des futurs bourgs. D'ailleurs, après la révocation de l'édit de Nantes en France, cette colonie du Cap va commencer à recevoir l'afflux d'huguenots français qui vont s'assimiler à la culture de ces bourgs néerlandais. Cette immigration nous a légué le village de Franschhoek, le coin français, connu pour ses vignobles. Et aujourd'hui, 20% des bourgs ont des noms de famille français. Les Khoïkots tentent alors sans succès de s'attaquer à ces colons qui s'accaparent de plus en plus de leurs terres. Vous pouvez voir sur cette photo un édifice de cette époque, le vignoble de Constantia, construit en 1685. En 1700, la colonie du Cap atteint un peu plus de 1300 habitants. Les Néerlandais vont aussi commencer à importer des esclaves indonésiens de leur colonie des Indes néerlandaises. Comme curiosité, cette communauté de confession musulmane a perduré jusqu'à nos jours, et ses membres sont connus comme les Malais du Cap. Vous trouvez d'ailleurs aujourd'hui au Cap le quartier très coloré de Beau Cap, où réside majoritairement cette communauté d'origine indonésienne. On arrive donc au XVIIIe siècle et l'expansion néerlandaise s'accroît considérablement et atteindra environ 20 000 Européens à la fin du siècle. Les Trekboers, qui sont des paysans semi-nomades, émigrent de plus en plus à l'est, souvent au-delà des zones de contrôle de la colonie du Cap. Mais les Hollandais voient leur progression freinée par la présence de 2 peuples mieux organisés à l'est, les Xhosa et les Zoulous. Les Hollandais puis les Britanniques, on n'en est pas encore là, affronteront les Xhosa dans les guerres Xhosa. Et il y aura en tout 9 guerres contre ce peuple autochtone. Les 3 premières guerres qui correspondent à celles livrées par les Néerlandais se solderont par des échecs. Les Hollandais n'annexent donc pas ces territoires Xhosa. En 1789, la Révolution française éclate, et avec elle les guerres révolutionnaires. C'est dans ce cadre qu'est proclamée en 1795 la République batave, alliée de la France révolutionnaire et en guerre contre le Royaume-Uni. Les Britanniques prennent donc la colonie du Cap aux Néerlandais. La colonie est brièvement rétrocédée aux Hollandais après la paix d'Amiens, mais les Anglais s'en emparent à nouveau après la reprise des hostilités entre l'Angleterre et la France, dont son allié, la République batave. On est donc en 1806 et c'en est définitivement fini avec le contrôle néerlandais de la colonie du Cap. La fin des guerres napoléoniennes et le traité de Paris de 1814 confirment le contrôle anglais sur la colonie. Donc pour vous donner un ordre d'idée de la composition ethnique de cette colonie du Cap en 1806, on compte 25 000 blancs, majoritairement des bourgs d'origine germano-néerlandaise, mais aussi d'origine huguenote, donc française. 15 000 Khoisan, 25 000 esclaves importés par les Néerlandais de divers comptoirs africains, et 1 millier d'anciens esclaves libérés. Il faut quand même savoir qu'en ce début du XIXe siècle, l'Angleterre est le fer de lance de l'abolition de l'esclavage au niveau mondial. Elle fait abolir la traite dès 1807 sur son vaste empire, dont la colonie du Cap. Et l'esclavage sera aboli en 1833. Dès leur prise de contrôle, les Anglais affrontent les Xhosa sur la frontière est. Cette fois-ci, et contrairement aux Néerlandais, les Anglais progressent en territoire Xhosa. La bataille de Grahamstown est une véritable hécatombe pour les autochtones, qui affrontent pourtant beaucoup plus nombreux une armée britannique moderne et organisée. En 1820, près de 5000 colons britanniques débarquent dans la colonie du Cap. La rivalité entre les Britanniques et les Boers va durer près d'un siècle. Les Anglais prennent le pouvoir politique et le contrôle de l'économie, alors que les Boers sont relégués dans les fermes. Pendant ce temps, dans l'est de l'actuelle Afrique du Sud, les Zoulous mettent en place un véritable royaume. Le roi Shaka s'impose très brutalement sur les tribus voisines, comme les Tombou, les Pondo, les Ndebele, les Xhosa ou encore les Ndwandwe. Le problème, c'est que ces conquêtes provoquent des migrations des peuples attaqués,
qui ne peuvent d'ailleurs pas immigrer à l'ouest contrôlé par les Britanniques. Ce grand bouleversement humain et démographique est connu comme le Mfekan, qui signifie plus ou moins déplacement forcé, et aurait provoqué la mort de plus d'1 million de personnes. À son apogée, le royaume zoulou du roi Shaka était doté d'une armée de 40 000 hommes. Shaka est un véritable héros pour les Zoulous. Ce roi s'est quand même distingué pour sa cruauté. Après la mort de sa mère, il fait décréter une année de deuil, et 7000 personnes auraient été exécutées pour non-respect de ce deuil, notamment les femmes qui tombaient enceintes. Do you remember Mfunda? You know how she died? Toujours est-il que l'histoire retient avant tout l'architecte d'un puissant État africain. L'actuel aéroport de Durban porte même son nom. Il est finalement renversé par son demi-frère Dingaan qui le fait assassiner. Pendant ce temps, à l'ouest, mécontent de la politique britannique, notamment l'abolition de l'esclavage en 1833 ou encore l'imposition de l'anglais comme unique langue officielle, des milliers de bourgs, donc les blancs d'origine hollandaise, allemande et française, émigrent vers l'est, bien au-delà des limites de la colonie du Cap, dans un mouvement appelé Grand Trek. Ces migrants bourgs sont connus comme les Voortrekkers. Évidemment, ces bourgs entrent en conflit avec les populations déjà sur place. Ils écrasent par exemple les Ndébélé à la bataille de Wegkop en 1836. Mais surtout, ces Voortrekkers dirigés par Piet Retief atteignent le royaume zoulou désormais dirigé par Dingaan, le demi-frère du roi Shaka. Piet Retief et ses compagnons cherchent à négocier des terres avec les Zoulous et sont invités à la cour du roi Dingaan pour négocier. Ils arrivent désarmés et malgré la signature d'un accord, toute la délégation bourg est massacrée. Dingaan ordonne alors d'attaquer les campements bourgs à proximité. Le 17 février 1838 a lieu le massacre de Winen. 41 hommes, 56 femmes et 185 enfants bourgs, mais aussi 200 Africains d'autres tribus qui les accompagnaient sont tués. Ces Voortrekkers bourgs s'organisent à nouveau et sont maintenant commandés par Andries Pretorius. Le 16 décembre 1838, ils écrasent l'armée zoulou pourtant 15 fois plus nombreuse à la bataille de Blood River. C'est une véritable catastrophe pour les Zoulous. With their attack drill by hitting on their shields, jumping up and down, whistling and shouting their battle cry, Usutu. Before the Zulus could gather momentum and throw their spears, the trekkers fired their rifles and Vierskant, the cannon on the western side, and created havoc. Wave upon wave of Zulus attacked, but their utterly closed ranks. L'année suivante, ce roi zoulou, Dingaan, cherche à étendre son royaume vers le nord chez les Swazi. Mais les Zoulous sont à nouveau battus à la bataille de Lubuya. Finalement, Dingaan est renversé avec l'appui des bourgs par son demi-frère Mpandé. Cet Mpandé aura le plus long règne d'un roi zoulou. Pendant ce temps, juste après la bataille de Blood River, les bourgs ont créé la République de Natalia, donc indépendante de celle du Cap, contrôlée elle par les Britanniques. Son président exécutif est Andries Pretorius. Évidemment, cette indépendance est de courte durée car dès 1842, les Britanniques lancent l'assaut sur cette république de Natalia et malgré une résistance acharnée des bourgs, l'armée britannique finit par prendre le dessus. Ce territoire de Natalia devient le 4 mai 1843 la colonie britannique du Natal. Donc elle n'est pas intégrée à la colonie du Cap. C'est une nouvelle colonie britannique. De leur côté, ces bourgs, peuple très religieux et qui parlent l'Afrikaans d'origine néerlandaise, quittent le Natal et émigrent à nouveau plus au nord. Pendant ce temps, les Britanniques continuent d'affronter les Xhaka dans les guerres Xhaka ou les guerres Cafres. Il y aura en tout 9 guerres distinctes contre les Néerlandais d'abord, puis contre les Anglais. Finalement, l'ensemble de leur territoire est incorporé à la colonie du Cap. De leur côté, les bourgs, qui ont donc immigré vers le nord, fondent deux nouveaux États, la République sud-africaine dans le Transvaal et l'État libre d'Orange. Les Anglais reconnaissent ces deux républiques par deux traités. La Convention de Sand River en 1852 qui reconnaît la République du Transvaal, et la Convention de Bloemfontein de 1854 pour l'État libre d'Orange. Et les populations autochtones dans tout ça? En fait, contrairement aux Zoulous, il n'y a pas vraiment d'État et d'armée pour leur faire face. Par exemple, dans le Transvaal, les bourgs signent des traités avec les 8 principales tribus et reconnaissent les droits de propriété sur leurs terres.
Finalement, une certaine cohabitation pacifique, très entre guillemets, se met en place. Pacifique? Non, pas toujours. Il y a par exemple la célèbre révolte du guerrier Makapan qui est écrasé par les boers. Au cours des affrontements, les guerriers africains mobilisés finissent par se réfugier dans une grotte. Après 30 jours de siège, les hommes de Makapan se rendent, et les boers découvrent dans cette grotte plus de 1000 guerriers morts de faim. Du côté des boers, le jeune Paul Kruger a participé à ces événements. Je dis car il jouera un rôle important par la suite. Les boers du Transvaal cherchent aussi à s'étendre plus au nord mais sont repoussés par les Pédis dirigés par Sékou Kune Ier, dont la mémoire est particulièrement commémorée aujourd'hui en Afrique du Sud. Et comme curiosité historique, les Soto de Moshoeshoe Ier, qui ont résisté aux attaques des Zoulous et qui cherchent à éviter d'être attaqués par les boers, signent un accord avec les Britanniques et deviennent un protectorat qui ne sera jamais intégré à l'Afrique du Sud. Donc voilà l'origine de l'existence du Lesotho. Toujours est-il qu'il y a toujours ce royaume zoulou indépendant. Seth Choyo a hérité de la couronne de son père, Mpandé. De l'autre côté, le gouverneur de la colonie du Cap, Henry Bartle Frere, qui est un impérialiste convaincu, profite d'un incident frontalier pour demander le désarmement de l'armée zoulou. Seth Choyo refuse. C'est le début de la guerre anglo-zoulou. Et alors écoutez ça, car même si les Anglais battent les Zoulous le même jour à la bataille de Rorke Drift, cette guerre commence par une sévère défaite anglaise à la bataille d'Issanwalna. Cette bataille est aujourd'hui reconstituée à chaque date anniversaire. Évidemment, défaire la grande puissance mondiale de l'époque ne reste pas sans conséquences. À la bataille de Kampula, 2000 Britanniques repoussent l'assaut de 25 000 guerriers zoulous. Et les Zoulous seront définitivement écrasés à la bataille d'Ulundi, au cours de laquelle les Britanniques feront l'usage d'une arme redoutable, la mitraillette. Dans la foulée, les Britanniques défont les Pédis dirigés par Sékou Kune Ier qui avaient pourtant résisté avec succès aux boers. Les Anglais ont maintenant les mains libres pour s'attaquer aux deux républiques boers. En plus, d'importantes quantités d'or et de diamants ont été découvertes dans le Transvaal. Les Britanniques envahissent donc le Transvaal. C'est la première guerre des boers qui va durer un peu plus de 3 mois. Et les Anglais perdent cette guerre. Après la défaite britannique à la bataille de Majuba, le traité de Pretoria est signé en 1881, puis le traité de Londres en 1884 entre le Royaume-Uni et le Transvaal dirigé par son président, Paul Kruger. En 1886, toujours dans le Transvaal donc, et dans le cadre de cette ruée vers l'or est fondée une ville, Johannesburg. Pour vous donner un ordre d'idée du dynamisme et de l'attractivité de cette ville, elle atteint 100 000 habitants en à peine 10 ans. L'irruption d'une grande ville industrielle dont la société rurale, autarcique et ultra-conservatrice des boers aura des répercussions considérables sur le Transvaal qui voit un afflux massif de colons britanniques, appelés les Uitlanders, ce qui signifie étrangers en afrikaans. Et le gouvernement de Paul Kruger refuse de leur donner les mêmes droits civiques qu'aux boers. D'ailleurs, les boers de la colonie du Cap, qui n'ont donc pas quitté le Cap après la mainmise britannique, disposent eux de droits sociaux et forment une sorte de 5e colonne pro-boer au cœur de la colonie du Cap. Les Anglais, ou plutôt les missionnaires anglais, participent à des campagnes d'évangélisation et de scolarisation des populations autochtones, et on assiste donc aux premières revendications de la population noire. En 1890, Cecil Rhodes devient Premier ministre de la colonie du Cap. Impérialiste convaincu, c'est sans aucun doute le gouverneur le plus important de la colonie du Cap et il participe à l'annexion pour l'Empire britannique de territoires situés bien plus au nord de l'actuelle Afrique du Sud. Pour vous donner un ordre d'idée de l'empreinte de Cecil Rhodes, l'actuelle Zambie s'appellera Rhodésie du Nord jusqu'à son indépendance en 1964 et le Zimbabwe s'appellera Rhodésie du Sud jusqu'en 1980.
Toujours est-il que la rivalité entre l'impérialiste britannique libéral Cecil Rhodes et le conservateur bourg Paul Kruger atteint son paroxysme. En 1895, Cecil Rhodes organise dans le Transvaal le raid Jameson, qui vise à renverser le gouvernement de Paul Kruger, qui refuse obstinément d'accorder des droits civiques aux citoyens d'origine britannique. Ce raid se solde par un échec, et Cecil Rhodes est contraint de présenter sa démission. Mais finalement, Joseph Chamberlain, secrétaire d'État britannique aux colonies, envoie un ultimatum à Kruger. Chamberlain exige la complète égalité des droits pour les citoyens britanniques résidant au Transvaal. Kruger, allié à l'État libre d'Orange, envoie lui aussi un ultimatum aux Britanniques. Il exige le départ des troupes britanniques positionnées à la frontière du Transvaal. La guerre est déclarée le 12 octobre 1899. Et contrairement à la première guerre des bourgs qui avait duré 3 mois, la seconde va durer 3 ans et va être particulièrement meurtrière. Cette fois, les Britanniques vont mobiliser les grands moyens. Près d'1 demi-million de soldats de tout l'Empire, du Royaume-Uni, mais aussi du Canada, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont mobilisés. Malgré la première victoire bourg, la machine de guerre britannique prend le dessus. Le conflit se transforme donc très vite en une guerre de guérilla. Et ce conflit voit aussi l'apparition de camps de concentration, dans lesquels les Britanniques enferment les civils bourgs. Et on estime que 30 000 personnes ont perdu la vie dans ces camps. Ce conflit fera la une de la presse française pendant 3 ans. Je vous mets ici quelques-unes d'illustrées du Petit Journal. Les bourgs finissent par signer le traité de Vereeniging le 31 mai 1902. Les deux républiques bourgs passent donc à l'Empire britannique. Les Britanniques concèdent quand même des contreparties aux bourgs. Je vous mets ici les clauses de traité. N'hésitez pas à appuyer sur pause si ça vous intéresse et si vous souhaitez en savoir plus. Comme anecdote, un jeune Britannique couvre cette guerre comme correspondant pour le Morning Post. Un certain Winston Churchill, qui sera même fait prisonnier mais réussira à s'évader. Autre curiosité, juste avant cette seconde guerre des bourgs, en 1894, un jeune Indien avait créé une organisation dans le but de défendre les droits des Indiens dans le Natal, puis dans l'Union sud-africaine, le Natal Indian Congress. Le nom de ce jeune Indien, Gandhi, qui passera 23 ans en Afrique du Sud. Il fut même porteur de civière pendant la bataille de Spionkop. Just what are you doing in this car, Coolie? I have a ticket. A first-class ticket. I'm an attorney and I didn't have time. There are no colored attorneys in South Africa. Go and sit where you belong. Dans ce même Natal, une dernière révolte de Zoulous a lieu en 1906. Elle est matée par les autorités britanniques et fait plus de 3000 morts côté Zoulou. C'est la dernière grande révolte d'un peuple autochtone avant la lutte contre l'apartheid bien plus tard. Finalement, on a 4 colonies britanniques dans ce territoire sud-africain. Le Cap, Natal, le Transvaal et Orange. Et que font les Anglais en 1910 avec l'accord des Sud-Africains? Ces 4 colonies fusionnent et un dominion est créé, l'Union sud-africaine. C'est donc un dominion avec un parlement élu et dont le gouvernement élu aura énormément d'autonomie par rapport à Londres. La capitale sera Pretoria et le parlement sera lui au Cap. L'anglais et le néerlandais sont reconnus comme langue officielle. Seuls les blancs votent, sauf au Cap où certains noirs et métis peuvent voter sous certaines conditions censitaires. Et parmi les blancs, les Afrikaners, c'est comme ça que je vais appeler maintenant les anciens bourgs, donc ces Afrikaners sont majoritaires. Alors, curiosité politique. Louis Botha, à la tête du parti sud-africain, donc un Afrikaners qui avait combattu avec les bourgs 10 ans plus tôt, devient premier ministre de l'Afrique du Sud, de l'Union sud-africaine. Bon, Louis Botha, même s'il défend la culture et les intérêts des Afrikaners, est favorable à la réconciliation entre les Afrikaners et les Anglo-Sud-Africains. Il ne remet pas du tout en cause l'appartenance de l'Union sud-africaine à l'Empire britannique. Il écrasera même une rébellion des bourgs en 1915, la rébellion Martitz, qui fera une centaine de morts dans chaque camp.
En 1911, à la création de cette Union sud-africaine, on compte 4 millions de Noirs, 1 300 000 Blancs, 525 000 Métis et 150 000 Indiens. Louis Botha fait voter des lois qui réservent certains métiers aux Blancs, et les Noirs ne peuvent posséder des terres que dans 7,8% du territoire. Dans ce contexte naît en 1912 le Congrès national africain, l'ANC, pour défendre les intérêts de la majorité noire. Ce Congrès national africain sera le parti de Nelson Mandela, mais on n'en est pas là. Son premier secrétaire général est Sol Plaatje, d'origine royale. En 1914, des Afrikaners plus revendicatifs créent le Parti national dirigé par James Hertzog. Il rejette la politique de Louis Botha qu'il considère trop alignée sur les intérêts britanniques. Ce parti défend aussi l'idée d'une ségrégation raciale accrue. Aux élections de 1915, de nouveau remportées par le Parti sud-africain de Louis Botha, on a donc deux autres partis, le Parti unioniste totalement aligné sur les intérêts britanniques et ce Parti national des Afrikaners plus intransigeant. Et qu'est-ce qui se passe en 1914, le début de la Première Guerre mondiale? Une des causes de la naissance de ce Parti national et de la rébellion Martitz écrasée en 1915 est l'entrée de l'Afrique du Sud, de l'Union sud-africaine, du côté du Royaume-Uni. Pour beaucoup de ces Afrikaners, dont beaucoup sont d'origine allemande, cette guerre n'est pas la leur, voire ont des sympathies pour l'Allemagne. Toujours est-il que l'Union sud-africaine, donc l'Empire britannique, fait la conquête de la colonie du sud-est africain allemand, que vous connaissez aujourd'hui comme Namibie. À la fin de la guerre, Louis Botha se rend en personne en France pour signer le traité de Versailles, qu'il critique pour son intransigeance, mais qu'il signe. L'Union sud-africaine reçoit le mandat de la Société des Nations pour administrer le territoire que vous connaissez aujourd'hui comme la Namibie. Et la Namibie sera administrée par l'Afrique du Sud jusqu'en 1990. Le seul problème pour Louis Botha est qu'il meurt d'une pneumonie à son retour de Versailles. Pour l'anecdote, une rue à Paris porte son nom et sa statue trône toujours devant l'Union Building, le siège du gouvernement. Il est remplacé par une autre grande figure de l'histoire sud-africaine, Jan Smuts, qui avait lui aussi participé à la guerre des Boers, du côté des Boers. Mais comme Louis Botha, c'est un partisan de la réconciliation avec les Sud-Africains anglophones. Jan Smuts sera le seul homme d'État à avoir participé à la fondation de la Société des Nations en 1920 et à la naissance de l'ONU en 1945. Mais on n'en est pas encore là. Aux élections de 1920, le Parti national fait une percée spectaculaire. Mais Jan Smuts s'allie aux unionistes pro-britanniques et à une nouvelle formation à gauche, le Parti travailliste. Et sous ce gouvernement Smuts va avoir lieu une révolte assez curieuse par rapport aux standards idéologiques modernes. Des difficultés économiques poussent les entreprises minières à remplacer leurs ouvriers blancs par des ouvriers noirs moins payés. En 1922, une grève générale connue comme la révolte de Rand éclate. Des ouvriers, soutenus par les communistes, défilent avec des drapeaux rouges et on lit des pancartes du type « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ». La répression gouvernementale est extrêmement dure. Et après les élections de 1924, le Parti national aux idées ségrégationnistes peut renverser le Parti sud-africain de Jan Smuts, grâce à l'appui du Parti travailliste, donc de la gauche. Le leader du Parti national, James Hertzog, devient donc Premier ministre jusqu'en 1939, donc pour 15 ans. James Hertzog remplace le néerlandais par l'Afrikaans comme langue officielle. Je vous rappelle que l'Afrikaans est une variante du néerlandais. En 1927, l'Afrique du Sud se dote d'un nouveau drapeau. Vous voyez ici les drapeaux britanniques, mais aussi celui du Transvaal et de l'État d'Orange. Ce drapeau sera en vigueur jusqu'à l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir. Dès 1929, Hertzog et son Parti national est majoritaire à la Chambre. Toujours est-il que l'Union sud-africaine prend en pleine phase la crise de 1929 et notamment la fin du système de l'étalon or. Pour faire face à cette crise, le Parti national et le Parti sud-africain finissent par former une grande coalition et créer le Parti uni. Évidemment, les deux partis connaissent la scission des mécontents. Du Parti sud-africain, qui avait déjà assimilé le Parti unioniste, naît le Parti du Dominion pro-britannique. Et sur la droite du Parti national sort, alors écoutez ce nom, le Parti national purifié de Daniel Malan, qui jouera un rôle important par la suite. Ce Parti national purifié demande la rupture avec le Royaume-Uni, l'instauration de la République et l'institutionnalisation de la ségrégation et de la domination blanche. Toujours est-il que le Parti uni d'Hertzog remporte les élections de 1938, mais le Parti national purifié de Daniel Malan fait une percée spectaculaire. On arrive en 1939. Et qu'est-ce qui se passe en 1939? La Seconde Guerre mondiale éclate. Et le Parti uni au pouvoir se déchire entre les partisans d'Hertzog, appuyés par Malan et favorables à la neutralité, et ceux de Jan Smuts, favorables à l'entrée en guerre du côté du Royaume-Uni.
C'est finalement les partisans de l'entrée en guerre qui l'emportent de peu et Jan Smuts revient à la tête du gouvernement. Jan Smuts jouera un rôle déterminant au sein du commandement allié. L'Afrique du Sud participera à chasser les Italiens d'Éthiopie et sera engagé sur plusieurs fronts, notamment en Italie. Many of the prisoners are mere boys. It's a crime that kids like these should have to face the horrors of war. 330 000 Sud-Africains se porteront volontaires et près de 12 000 seront tués. A noter que seuls les Blancs étaient autorisés à servir dans les unités combattantes. Mais dans l'Union sud-africaine, une partie des Afrikaners souhaite une victoire de l'Axe. Des groupes favorables à l'Axe voient le jour, comme celui-ci, j'ose pas prononcer son nom, qui aurait atteint 300 000 membres à son apogée. Parmi ces membres, John Vorster deviendra Premier ministre. Chez les Afrikaners plus modérés, entre guillemets, parce que plus modérés que les nazis ça fait du monde, Herzog et Malan finissent par fusionner pour créer le Parti national réunifié. Aux élections de 1943, la gestion de Jan Smuts, qui a engagé l'Afrique du Sud dans cette Seconde Guerre mondiale, est approuvée par les Sud-Africains blancs, qui sont ceux qui votent. Donc vous avez remarqué que je n'ai pas encore beaucoup parlé du mouvement noir. Disons qu'il a encore du mal à se constituer et encore très discret, même si les Noirs sont évidemment majoritaires en Afrique du Sud. En 1943, un jeune homme, Nelson Mandela, adhère au Congrès national africain. Mandela étudie le droit à l'université de Fort Hare, la seule université à accepter des étudiants noirs. Et c'est en discutant avec des camarades blancs qu'il apprend l'existence de l'ANC, le Congrès national africain, ce mouvement qui défend les droits des Noirs. D'ailleurs, la population noire dépasse maintenant la population blanche dans les zones urbaines. Après la Seconde Guerre mondiale a lieu une élection qui va être déterminante pour l'histoire et la réputation internationale du pays. Cette élection voit la victoire, en siège, du Parti national réunifié de Daniel François Malan, qui va institutionnaliser une politique de ségrégation raciale, l'apartheid. Évidemment, cette discrimination existe déjà, mais elle va être légalisée entre guillemets à tous les niveaux. Pour l'anecdote, ce Daniel François Malan descend de huguenots français qui ont émigré vers le Cap après la révocation de l'édit de Nantes. Malan déclare alors lors de son discours d'investiture, je cite, « Aujourd'hui, l'Afrique du Sud nous appartient une fois de plus. Que Dieu nous accorde qu'elle soit toujours neutre. » Fin de citation. Ce « nous » semble désigner exclusivement les Afrikaners. Le fait est qu'en 1950, les Blancs ne représentent plus entre guillemets que 20% de la population, contre presque 80% de Noirs, soit 8 millions de personnes. En 1949, une loi sur l'interdiction des mariages interraciaux est mise en place. D'autres lois sont votées, comme celle de l'habitation séparée qui crée des quartiers séparés en fonction de la race, ou la loi sur l'enregistrement de la population qui vise à catégoriser la race de chaque habitant. Le gouvernement Malan crée aussi des Bantoustans, des sortes d'États autonomes réservés aux Noirs. Vous voyez ici une carte avec ces différents territoires très autonomes, j'y reviendrai tout à l'heure. Toujours est-il que cette ségrégation s'installe à tous les niveaux et on a donc deux mondes qui vivent totalement séparés. En plus, Malan cherche à priver, sans succès, les métis de leur droit de vote. Parce que le problème de ces métis, notamment au Cap, c'est qu'ils sont plus enclins à voter pour le Parti uni ou pour le Parti travailliste. Cette politique d'apartheid va permettre au Congrès national africain de devenir un mouvement de masse qui organisera de grandes campagnes de résistance passive et qui passera de 7 000 à 100 000 adhérents. Côté élection, le Parti national sera hégémonique jusqu'aux années 1990. Et alors qu'en 1954, Malan, malade, démissionne, c'est la frange dure du Parti national qui s'impose en interne et Johannes Strijdom devient Premier ministre. En 1956, 20 000 femmes noires défilent à Pretoria contre le gouvernement et les différents mouvements civiques rédigent une charte des libertés qui demande l'égalité des droits. Les principales figures de l'ANC, dont Nelson Mandela, sont arrêtées, mais finiront par être relâchées, pour le moment. Pendant ce temps-là, au gouvernement, après la mort subite de Johannes Strijdom, il est remplacé par Hendrik Verwoerd. Et c'est qui Hendrik Verwoerd? Eh bien, figurez-vous qu'il a été ministre des Affaires indigènes de 1950 à 1958 et est considéré comme le grand architecte de l'apartheid. Pour Hendrik Verwoerd, les Bantoustans doivent devenir des États indépendants. Il déclare par exemple, je cite, ouvrez les guillemets, « Nous n'avons aucune hésitation à choisir un État blanc plus petit où l'homme blanc pourrait gouverner son territoire et serait maître de sa destinée, plutôt qu'un grand État qui finirait par devenir non blanc. » Fin de citation. Et encore, je cite toujours, « Rien ne s'oppose à ce que l'Afrique du Sud soit formée d'un certain nombre de nations, chacune sur son propre territoire.
Fin de citation. En 1960, une manifestation de l'ANC est durement réprimée par les autorités, qui, combinée avec une bousculade, se solde par 69 morts parmi les manifestants. C'est le massacre de Sharpeville. That it is useless and futile for us to... Quelques semaines plus tard, l'ANC est illégalisée pour 1 an. La même année, Vervoort est sévèrement blessé par une tentative d'assassinat. Toujours en 1960, les Afrikaners, donc les anciens boers, ont l'occasion de prendre une revanche sur l'histoire. À l'initiative de Vervoort, un référendum sur la République est organisé. Je vous rappelle que, comme pour le Canada ou l'Australie, je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo sur l'histoire de l'Australie, l'Afrique du Sud est toujours une monarchie constitutionnelle et que la souveraine est Élisabeth II. Je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler. Eh bien, les Sud-Africains votent pour devenir une république. Au niveau local, seul le Natal a voté pour la monarchie. Le pays devient donc officiellement la République sud-africaine. Early figures were against the Republic, but everybody, colored folks included, knew that the later returns would swing it the other way. And as only the whites were allowed to vote, the colored 4/5 of the population had no say in the choice. They were disconsolate when the result showed a Republican victory. D'ailleurs, je donne mon avis personnel, j'évite en général de le faire, et je peux me tromper. Je pense que si les Noirs avaient voté à ce référendum, à ce moment-là, la monarchie aurait probablement été maintenue, car les Anglo-Saxons, depuis le 19e siècle au moins, traitaient mieux les Noirs que les Afrikaners. Et toujours en 1960, le chef de l'ANC, Albert Luthuli, obtient le prix Nobel de la paix. Le 15 mars 1961, Vervoort annonce que son pays annule son adhésion au Commonwealth, notamment à cause de la pression exercée par des États africains, l'Inde et le Canada. Pour le Royaume-Uni, qui n'avait pas vraiment pris position officiellement, c'est quand même un soulagement. Côté monnaie, le pays remplace donc la livre sud-africaine par le rand sud-africain. Pendant ce temps, l'ANC passe à la lutte armée via des sabotages. En 1962, Mandela et plusieurs de ses compagnons sont arrêtés et a lieu en 1964 le célèbre procès de Rivonia, au cours duquel Mandela et ses compagnons, malgré la condamnation de l'ONU, sont condamnés à la prison à vie. Does somebody want me? I have cherished the ideal of a free society. It is an ideal for which I am prepared to die. The sentence will be life imprisonment. You are on the island. You will die here. En juillet, en réaction à ces condamnations, un activiste du mouvement de résistance africaine fait sauter une bombe à la gare de Johannesburg, qui tue une femme et blesse une douzaine d'autres personnes. Il est arrêté et condamné à mort. Toujours est-il qu'en 1964, les mouvements noirs sont totalement écrasés. Et en raison de sa politique d'apartheid, l'Afrique du Sud est exclue des Jeux Olympiques d'été de Tokyo de 1964. En 1965, Vervoort refuse la présence de joueurs et de spectateurs maoris pour le match Afrique du Sud-Nouvelle-Zélande, match de rugby. Le match est annulé. Vous me demanderez, et les Sud-Africains ont tout ça, les Sud-Africains blancs? Eh bien, aux élections de 1966, Vervoort écrase le leader historique de l'opposition au Parti national, De Villiers Graff et son parti uni. À partir de 1966, l'Afrique du Sud s'engage dans une guerre qui va durer 22 ans, la guerre de la frontière sud-africaine face aux indépendantistes namibiens. Il faut savoir que l'Afrique du Sud applique la même politique d'apartheid et de création de Bantoustan en Namibie. L'Afrique du Sud s'engage aussi face au mouvement anticolonialiste en Angola, où elle soutient le Portugal. Toujours est-il que le 6 septembre 1966, Dimitri Tsafendas, un métis d'origine grecque et mozambicaine, assassine Vervoort en plein Parlement. Et qui pour remplacer Hendrik Vervoort? John Vorster, qui avait milité pour l'organisation pro-Axe Osewa Brandwag pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui a valu 2 ans d'emprisonnement de 1942 à 1944. Bon alors, malgré ce passé, le régime d'apartheid est assoupli. Des bureaux de poste, des parcs, certains hôtels et restaurants sont autorisés aux Noirs et les équipes sportives multiraciales sont autorisées. Cet assouplissement provoque d'ailleurs une scission au sein des plus radicaux du Parti national qui fondent le Parti national reconstitué. À gauche, le Parti progressiste réformiste, puis le Parti progressiste fédéral demandent l'abolition de l'apartheid et l'instauration du suffrage universel. Les résultats de la politique d'apaisement de l'apartheid de John Vorster sont mitigés, car même si l'Afrique du Sud renoue ses relations diplomatiques avec certains États africains, l'ONU condamne l'occupation de la Namibie et l'ambassadeur sud-africain des Nations Unies est expulsé.
En 1975, l'armée sud-africaine envahit l'Angola pour y déloger les forces pro-communistes au pouvoir après l'indépendance. Mais la volte-face américaine oblige les troupes sud-africaines à se replier. L'année suivante, la répression d'une manifestation à Soweto, un township de la banlieue de Johannesburg, fait des centaines de victimes noires. Pourquoi protestait-il? Car le gouvernement voulait imposer l'enseignement obligatoire de l'Afrikaans pour tous les écoliers noirs. Les chefs des partis noirs comme celui de la Conscience Noire, Steve Biko, sont arrêtés. Et Steve Biko mort en prison le 12 septembre 1977. De son côté, la branche militaire de l'ANC, dont Nelson Mandela avait été le premier dirigeant en 1961, reprend la lutte armée via des attentats, parfois meurtriers, et vise des blancs mais aussi des noirs qui sont accusés de collaborer avec le gouvernement. Parmi les actions les plus dures de cette organisation armée, notons l'attentat de Church Street en 1983. Un attentat à la voiture piégée qui fera 19 morts et 200 blessés. 17 personnes tuées hier par une explosion. Doria, l'Afrique du Sud en état de choc après l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Ou encore l'attentat d'Amazim Toti qui tuera 5 personnes, dont 3 enfants. Toujours est-il qu'aux élections de 1977, le Parti national obtient le meilleur résultat de son histoire et écrase le Parti progressiste fédéral favorable à la fin de l'apartheid. Finalement, un scandale politique pousse John Vorster à la démission. Il est remplacé par Peter Botha. Vous vous souvenez des Bantoustans, ces entités noires autonomes? Eh bien, l'indépendance leur est accordée. Le seul problème pour l'Afrique du Sud est que la communauté internationale ne reconnaît pas ces États. On a donc le Bophuthatswana, indépendant de 1977 à 1994, créé pour l'ethnie des Tswana. La République du Ciskei, indépendante de 1981 à 1994, créée pour les Xhosa. Le Transkei, également Xhosa, indépendant de 1976 à 1994. Et finalement la République du Vanda, pour l'ethnie des Vanda, indépendante de 1979 à 1994. A national flag flies over government buildings in South Africa. But this isn't Pretoria, and it's not the South African flag. It's the emblem of the Transkei, the self-governing homeland of the Xhosa tribe. This 80-bedroom hotel, for example, in the Transkei's capital, Umtata, is one of the most modern in South Africa. It's reserved for Africans. All Europeans are excluded. J'en reviens à Peter Botha qui annonce dès le début de son mandat des changements dans la politique raciale comme l'ouverture à des métiers jusque-là réservés aux Blancs. Peter Botha met aussi en place une réforme constitutionnelle un peu bancale et approuvée par référendum. Il est décidé de donner le vote aux Métis et aux Indiens, mais pas aux Noirs. Mais ils voteront pour leur propre parlement. C'est-à-dire qu'on aura 3 parlements, un pour les Blancs, un pour les Métis et un pour les Indiens. Le régime est aussi présidentialisé et Peter Botha devient donc président en 1984. Ces réformes, même timides, ne plaisent pas aux durs du régime et aux élections de 1980, l'extrême droite pro-apartheid fait une percée et talonne les anti-apartheid. En 1983, toutes les universités du pays sont ouvertes aux étudiants noirs. Ces années 1980 voient aussi la résurgence des mouvements noirs, divisés en 2 grands courants. Ceux favorables à une société multiraciale ouverte aux Blancs, dont l'ANC, Mandela deviendra évidemment son principal représentant. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il est toujours en prison, et un courant plus minoritaire qui demande l'exclusion totale des Blancs. Toujours est-il que dans les townships, ces banlieues bidonvilles noires, la situation devient totalement incontrôlable pour les autorités. En 1986, 2 millions d'étudiants se mettent en grève. Et Botha arrête sa politique d'ouverture pour se retrancher sur des lignes plus dures. À l'international, le pays se retrouve de plus en plus isolé. En 1984, l'OPEP décrète un embargo sur l'Afrique du Sud. L'année suivante, les États-Unis suivent partiellement la décision de l'OPEP. Entre 1980 et 1988, 40% des multinationales opérant en Afrique du Sud quittent le pays. Économiquement, le secteur minier représente 70% des exportations. Et comme dans le reste du monde occidental, l'Afrique du Sud a connu une forte croissance économique pendant les 30 Glorieuses et son économie s'est tertiarisée. Le gouvernement cherche alors à faire de nouveaux gestes d'apaisement, comme la fin de l'interdiction des mariages mixtes et des rapports sexuels entre personnes de couleurs différentes, la fin du passeport intérieur pour les Noirs, ou encore la fin des bus réservés aux Blancs. Et après une congestion cérébrale, Peter Botha est contraint de se retirer. Frédéric de Klerk,
dernier président de cette Afrique du Sud de l'apartheid, le remplace. 21 mars 1990, l'Afrique du Sud concède enfin l'indépendance à la Namibie. En fait, même si de Klerk était initialement vu comme un conservateur au sein du parti, il fait un virage à 180 degrés. Il mentionne dans ses discours un pays où tous les citoyens auraient leur voix. Mais surtout, il lève l'interdiction d'organisations politiques comme l'ANC. The steps that have been decided are the following. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. La grande figure mondiale de résistance pacifique à cet apartheid, Nelson Mandela, qui négocie avec le gouvernement depuis plusieurs années et qui leur semble suffisamment modéré entre guillemets et disposé à négocier, est relâché par les autorités. Mr. Nelson Mandela will, within seconds appear, and that will be the moment the world has been waiting for. There's Mr. Mandela, Mr. Nelson Mandela, a free man taking his first steps into a new South Africa. Et pour la première fois, le gouvernement s'attaque à la virulente organisation d'extrême droite, le mouvement de résistance Afrikaners dirigé par Eugène Terre-Blanche, descendant d'Huguenots français. Ce mouvement atteindra 70 000 membres dans les années 90. Om die dood tegemoet te gaan. Hulle kry nie ons land nie. Ons sal die ANC gelyk maak met wapen. De son côté, l'ANC, qui s'est engagée à mettre fin à la lutte armée, doit faire face à des violences de mouvements noirs qui critiquent son attitude conciliatrice. Et malgré l'opposition de nombreux Afrikaners, des négociations commencent dès 1990 entre le gouvernement et l'ANC pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Entre 1990 et 1991, le Parti national, qui est mis en difficulté dans les élections locales, démantèle tout l'arsenal juridique de l'apartheid. Et Frédéric de Klerk décide de demander l'avis de la population quant à la poursuite de ces réformes. Ce référendum est vu comme un référendum pour ou contre l'apartheid. Ce sera aussi la dernière élection où le vote sera exclusivement réservé aux Blancs. Good morning, welcome to the special TV1 newscast. White South Africans are flocking to the polls today in one of the country's most historic referendums, a referendum which will decide the future of South Africa. Eh bien, ils sont 68% à soutenir les réformes de Klerk. Au niveau local, seul un district du Transvaal a voté non. Dans les régions anglophones comme le Cap, la victoire du oui est écrasante. Donc même si cette victoire consacre la transition du côté du Parti national, l'opposition dans le mouvement noir met en péril cette transition. En 1992, des militants d'un mouvement noir zoulou, le parti Inkatha de la Liberté, abattent 46 sympathisants de l'ANC dans le township de Boipatong. Au Ciskei, l'un des Bantoustans indépendants, 80 000 manifestants de l'ANC demandent la réincorporation du Ciskei dans l'Afrique du Sud. Les forces de sécurité du Ciskei tirent dans la foule et font 29 morts et 200 blessés. On sait aujourd'hui que des militants blancs hostiles à la fin de l'apartheid et même des forces de sécurité de l'État soutenaient les mouvements noirs hostiles à l'ANC pour faire capoter les négociations. As the march reached the border between South Africa and the Ciskei, riot castrels led them in breaking through the razor wire. Ciskei Defence Force soldiers opened fire with automatic weapons. Toujours en 1992 et pour la première fois depuis 1964, l'Afrique du Sud participe à des Jeux Olympiques. Finalement, et après 3 ans de négociations, le 18 novembre 1993, l'ANC et le Parti national approuvent une nouvelle constitution intérimaire, multiraciale et démocratique. Des élections ouvertes à tous auront lieu en 1994 et 11 langues sont reconnues comme officielles. Cette même année, Nelson Mandela et Frédéric de Klerk reçoivent le prix Nobel de la paix. À l'initiative du général Constant Viljoen, les Afrikaners plus durs négocient avec les responsables des Bantoustans la création d'un État blanc, le Volksstaat. Mais cette initiative, vue favorablement par une partie de la communauté Afrikaners, n'aboutira à rien. Une petite ville se constitue tout de même exclusivement pour les Afrikaners blancs, Orania. Et cette ville existe toujours aujourd'hui. De toute façon, tous les Bantoustans sont finalement réintégrés à l'Afrique du Sud. On arrive aux élections de 1994 où tout le monde peut voter, enfin. Malheureusement, des attentats de l'extrême droite blanche font 21 morts. C'est évidemment un raz-de-marée pour Nelson Mandela et l'ANC qui obtient 62% des voix. Le Parti national, très recentré, obtient un chiffre surprenant de voix grâce au vote de nombreux métis. Le parti Inkatha de la Liberté à dominante zoulou et hostile à l'ANC se classe 3e
et le Front de la Liberté de Constant Viljoen, qui demande la création du Volksstaat pour les Blancs, obtient près de 500 000 voix. Le 10 mai 1994, Nelson Mandela devient donc officiellement président de l'Afrique du Sud. We must therefore act together as a united people for national reconciliation, for nation building, for the birth of a new world. Le pays adopte dans la foulée un nouveau drapeau. Une commission Vérité et Réconciliation est mise en place pour permettre une transition pacifique. En échange de l'amnistie, les auteurs d'exactions de tous les bords sont invités à confesser leurs actes. Le nouveau gouvernement maintient un système économique libéral mais met en place un programme de reconstruction et de développement. Plus d'1 million de maisons sont construites et des mesures de discrimination positive sont mises en place. Pendant ce temps, presque 1 million de Blancs vont quitter le pays en 10 ans. La nouvelle constitution est enfin proclamée en 1996 et Nelson Mandela ne renouvelle pas son mandat en 1999. Son successeur, Thabo Mbeki, remporte haut la main les élections de 1999. Sur le plan économique, il conjugue liberté économique et grands programmes sociaux. Par exemple, à la fin de son mandat, 85% des Sud-Africains ont accès à l'eau potable. En mai 2008, le gouvernement de Thabo Mbeki est confronté à une vague de violence contre les immigrés, notamment du Zimbabwe. Ces violences provoquent le départ d'au moins 100 000 immigrés et la mort d'une cinquantaine d'entre eux. Sur le plan politique, Thabo Mbeki doit faire face à la concurrence de son vice-président, Jacob Zuma, qu'il finit par congédier à cause d'un scandale de corruption. Le problème pour Mbeki est que Zuma s'oppose frontalement à lui et finit par s'imposer comme président de l'ANC. Désavoué par son parti, Thabo Mbeki finit par démissionner. Aux élections de 2009, l'ANC remporte à nouveau haut la main les élections. Alors encore une curiosité politique sud-africaine. Zuma nomme 2 blancs au gouvernement. Le premier est membre du Parti communiste sud-africain. C'est pas une grosse surprise, j'ai envie de dire. Mais le deuxième est Peter Mulder, le président du Front de la Liberté. Ce parti d'à droite dur afrikaner fondé par le général Constant Viljoen et qui veut la création du Volksstaat pour les afrikaners. L'année 2010 place l'Afrique au centre du monde puisqu'elle organise la Coupe du monde de football 2010. Événement marqué par la performance catastrophique de l'équipe de France qui a culminé par la grève des joueurs. Et oui, carrément. L'année suivante, le pays se joint au BRIC, qui devient donc le BRICS. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud est un pays ravagé par l'insécurité. Il y a près de 20 000 meurtres par an. Un Sud-Africain sur 4 aurait commis au moins un viol dans sa vie. Il y a aussi les cas des fermiers blancs assassinés, dont les chiffres varient selon les sources, de 1500 à 4000 sur 20 ans. On trouve d'ailleurs près de Pietersburg plus de 4000 croix blanches en leur honneur. Et avec 4 millions de personnes infectées, l'Afrique du Sud est le pays du monde qui compte le plus d'individus vivant avec le virus du sida. Une femme sur 4 entre 20 et 29 ans est séropositive. En 2019, l'ANC passe pour la première fois sous la barre des 50%. Le mouvement de Julius Malema, qui appelle à l'extermination des bourgs, prend la 3e place et obtient plus de 10% des voix. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur Instagram où je publie de courtes anecdotes. On se voit pour ma prochaine vidéo.